fort de Montrouge, au sud de Paris. Ces hommes sont des gendarmes et des policiers. Ils font partie d'un groupe d'élite, spécialistes de la lutte contre le grand banditisme. Vous ne verrez pas leur visage, car ils passent tout leur temps sur le terrain et doivent protéger leur anonymat. Ce matin, réunion importante, un informateur leur a permis de localiser 7 individus en cavale depuis 6 mois. Donc là, le but, c'est de serrer notre client en faisant bien attention. C'est quelqu'un sur son palmarès qui est archi connu des services policiers et gendarmerie, et notamment connu pour de nombreux faits de stupéfiants. Apparemment, c'est la cocaïne. Et beaucoup d'histoires de violence aussi. Donc c'est quelqu'un qui est susceptible d'être dangereux. Il y a notamment des affaires d'enlèvement, séquestration, des tortures, des actes de barbarie. Donc c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Et quel gabarit à peu près? 1m87. Ouais, c'est un grand bonhomme. Hein. Donc Boris, vas-y. Boris est le spécialiste de ce type d'opération. C'est lui qui détermine la technique d'interception. Comme Yann l'a précisé, il a un gabarit assez important. Donc on va privilégier, c'est l'option qui est prise, ouais, qu'il soit interpellé à bord de son véhicule. Donc je rappelle, ça c'est le véhicule 1, bouchon avant, véhicule 2, bouchon arrière. Le véhicule 1 part. Nous, la mission, donc, la mienne, importante, primordiale, c'est de donner le top départ et la position de la cible dans le véhicule. À l'instant T, quand Yann a décidé qu'on intervient, il donnera le top départ. Allez, on prépare tout et puis on est prêt à partir. Hein. Avant la mission, les hommes prennent quelques précautions, gilet pare-balles, pistolets automatiques et même matraque télescopique. Le deuxième dedans et tu mets le deuxième poignet. Là, on prend l'armement individuel, le pistolet automatique. Parce qu'il faut qu'on reste, faut qu'on puisse rester mobile sur des interpellations en véhicule. On ne peut pas trop se charger d'armes collectives type fusil à pompe ou pistolet mitrailleur, parce qu'après on a les mains qui sont prises. Pour ce type d'opération, l'équipe n'a pas le droit à l'erreur. Le fugitif est connu pour être violent, il peut être armé. Ouais, bon, on va se mettre en route dans 2 minutes, là. Tu te prépares? C'est en plein Paris, à 1 heure de pointe, que doit avoir lieu l'interpellation. À l'intérieur des véhicules, concentration maximum. Bruce de Yann. Ouais, de Bruce, je te reçois. On est tunnelisé sur l'objectif et il n'y a plus que ça qui compte, c'est de réussir dans les meilleures conditions possibles l'arrestation. Vous avez peur? Non, c'est pas une peur, c'est plutôt une crainte de louper. Hein. La phase d'arrestation, c'est toujours quelque chose de délicat. Mais non, on ne peut pas parler de peur, c'est une petite appréhension par rapport à la réussite de la mission. Pour le moment, le fugitif se déplace en voiture dans le 14e arrondissement de Paris. Ouais, ok, c'est bon. Le véhicule de Patrick et Yann se gare à proximité. On est stationné boulevard Arago hein, pour l'instant. Et l'objectif, il est dans une petite rue à côté. Donc Boris est en train de se mettre en place. Hein. À ce moment-là, Boris se trouve juste derrière la cible. La filature peut commencer. Oui, allô? Ouais, c'est moi. Je suis derrière. Ouais. Il arrive place d'Enfer Rochefort par la rue Saint-Jacques. Ouais, il est reparti, je suis derrière lui. Et il est à bord, il est tout seul. Ouais. Ah, il s'arrête sur la droite à côté du café, le d'Enfer Café. D'accord? Ouais. De toute façon, dès qu'on a la possibilité, on va le serrer. Ouais, il est dans un bar là. La voiture est devant une camionnette blanche. Forcément, quand le mec il va monter, je vais la voir, tu vois. Le mec repart, il est au téléphone. Le fugitif est à quelques mètres. 34 ans, trafiquant de drogue et de nombreux faits de violence à son actif. Il est vêtu d'un gilet noir, t-shirt blanc et jean bleu. Alors il a enlevé son blouson, il est monté à bord du véhicule. Gilet noir, t-shirt blanc et pantalon bleu, c'est bien l'objectif. Ça y est, il vient de démarrer là, il vient de démarrer. Boris est toujours derrière le suspect en filature discrète. Il donne le top départ aux autres véhicules de l'équipe. Ils ont alors quelques secondes pour se rapprocher et resserrer leur dispositif autour du fugitif. À 100 km/h en plein après-midi dans Paris, les gendarmes doivent être très vigilants. La moindre inattention peut se transformer en drame. Une fois à proximité du suspect, il faut choisir le bon moment pour intervenir. Ouais, c'est bon là, vas-y, enchaîne pas, t'enchaînes derrière. Bruce, on s'excite pas, tu passes devant tranquillement. Yann et Patrick arrivent juste derrière la voiture du fugitif. Ouais, bravo placé, on le fait au prochain feu. Top action, c'est parti!
Au cas où le suspect aurait verrouillé ses portières, les gendarmes vont briser la vitre de la voiture. Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Sors ta gueule! Sors ta gueule! Sors de là! Sors de là! Allez au sol! Au sol! Au sol! Attends, bouge pas, il bloque avec la ceinture. Bouge-la! Bouge-la! En moins d'1 minute, l'homme est neutralisé. Pour le fugitif, cette interpellation met fin à une cavale de 6 mois. Vas-y, assieds-toi. Laisse-moi appuyer. On prend le véhicule, on ramène tout le cortège au service. Le trafiquant de drogue présumé va être emmené au siège de l'OCLDI, l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Durant l'interpellation, il a été légèrement blessé par des éclats de verre. Il est d'abord soigné, puis les gendarmes lui notifient sa garde à vue. Tu reconnais que le mandat de recherche s'applique bien à toi? Oui. Tu reconnais avoir eu tes droits après ton interpellation? Oui. La marchandise prohibée, en l'occurrence résine de cannabis. Ouais. Ça veut dire quoi? Que j'aurais acheté. Oui. J'aurais acheté du shit. J'aurais vendu du shit aux abîmes. Ouais. Vous vous attendiez à une arrestation? Enfin, vous vous méfiez un peu des fois? Je suis de nature méfiante, mais je m'attendais pas à une arrestation. T'es méfiant, pourquoi? Je pars pas de nature comme ça. Alors, on t'a mis en garde à vue, mais en fin de compte, tu vas être transféré dans les locaux de la PJ de Créteil. C'est eux qui traitent l'affaire dans laquelle tu es impliqué. Pour les hommes de l'OCLDI, la mission se termine là. C'est grâce à leurs contacts que l'arrestation a pu se faire. Maintenant, c'est la police du Val-de-Marne qui prend le relais. La garde à vue du suspect va durer 4 jours. Mais l'essentiel des enquêtes des hommes de l'OCLDI est surtout un travail de longue haleine. Le lieutenant Philippe Firmin et l'adjudant Gilles Lioret, son adjoint, enquêtent sur un trafic de métaux volés. Une grosse affaire qui met en cause au moins 20 personnes. Ce matin, ce n'est pas en voiture, mais en hélicoptère qu'ils vont patrouiller. C'est important pour nous d'avoir une situation vraiment globale et en plus en l'air on voit vraiment tout, quoi. On a peut-être des choses qu'on ne peut pas voir depuis la rue, qu'on va pouvoir voir là d'hélicoptère. La mission du jour, prendre des photos des lieux clés de leur affaire. Pour commencer, cette société de recyclage de métaux. Les gendarmes suspectent ses responsables de racheter et d'écouler des métaux volés. Mais ce qui intéresse surtout Philippe et Gilles, c'est de pouvoir découvrir du ciel des endroits sensibles auxquels ils n'ont jamais accès. Certains campements des gens du voyage qui seraient mouillés dans cette affaire. Des dizaines de caravanes groupées sur des aires d'accueil en pleine campagne, mais aussi des zones résidentielles où de petits pavillons côtoient les mobil-homes. Ça va pas être simple. Je pensais que c'était quand même beaucoup plus important que ça, que là, vraiment, c'est bien cloisonné, donc ça va quand même nous faciliter notre opération. Il est pratiquement impossible de passer en voiture, puisque le moindre passage, on est repéré, il y a les enfants qui sont en train de jouer aux abords du campement, il y a les femmes qui sont à l'extérieur, et un véhicule qui n'est pas habitué à passer est immédiatement repéré. Vous mettez en œuvre de sacrés moyens quand même, hein, on pourrait dire pour un simple vol de métaux. C'est pas qu'un simple vol, hein, c'est un gros phénomène, c'est un phénomène national hein, qui a pris une ampleur considérable et il faut qu'on y mette un terme par tous les moyens. Arrêter les voleurs de métaux et leurs receleurs est donc devenu une priorité. Et pour cause. Depuis 3 ans, les vols de métaux ont presque doublé. Pour responsable, la flambée des prix de l'acier, du nickel, de l'aluminium, mais surtout du cuivre, la première cible des malfaiteurs. Et du cuivre, on en trouve par exemple dans les caténaires qui permettent aux trains d'avancer. Résultat, les vols se multiplient. Ils provoquent des perturbations du trafic et même des accidents. Mais les voleurs ne reculent devant rien pour se procurer ces précieux métaux. Ils attaquent des camions transportant des pièces métalliques. Ils découpent des monuments aux morts en bronze. Et vont jusqu'à dérober les toits des églises pour récupérer le zinc. Dans le secteur du bâtiment, on déplore des vols quasi quotidiens. Fabien Krief dirige une société qui fabrique des installations électriques. Comme presque chaque week-end, l'un de ses chantiers a été dévalisé.
Les dégâts sont énormes. Les voleurs ont dépouillé ces futurs logements de tout leur fil de cuivre. Ils coupent à ras. Tout ce qui dépasse des tubes, en fait, ils pourraient couper plus haut, mais quand ils font ça, il faut qu'ils aillent vite. Donc, ils coupent tout ce qui dépasse, des boîtes. C'est le travail à la chaîne, quoi. Faut que ça débite. On ressent de la haine et on n'est pas bien du tout. On passe une journée assez pénible. Mais bon, malheureusement, on ne peut rien faire par rapport à ça. Depuis 6 mois, ça augmente en permanence. Il y en a de plus en plus. Le lendemain d'un week-end, on n'a qu'une peur. Qu'est-ce qu'on va retrouver le lundi sur le chantier, oui. Là, il y a la filerie, mais là, ça a été volé. C'est ce qui va directement... c'est des lignes directes qui vont au tableau électrique. Donc, elles sont plus faciles à... C'est plus facile à voler. Et puis, ils récupèrent toute la longueur. Ils s'y connaissent, non, un peu? Ah bah, à mon avis, au bout d'un moment, oui, ils connaissent un petit peu comment sont faites les installations électriques et ils savent, disons, là où aller chercher ce qui est rémunérateur. À 5 000 € la tonne de cuivre, ce type d'opération est rentable pour les voleurs. C'est facile, c'est pas risqué. Quand ils sont arrêtés, ils sont relâchés rapidement. Donc, Et sur un chantier comme celui-ci, le préjudice, il est à peu près de quel montant? Bah là, sur le chantier, on a eu... oui, on a fait... on a eu 80% des logements qui ont été touchés. Il y a près de 26 000 € hors taxes. Au-delà de l'argent perdu, c'est surtout le retard pris par le chantier qui inquiète ce chef d'entreprise. Tout a été coupé. Il y a du boulot pour reprendre tout ça. Il y a du boulot, oui. Donc ça va nous faire une journée et demie de travail, rien que pour les 3-4 logements du rez-de-chaussée. Ça va être des semaines et des semaines de travail pour reprendre tout ça. Un bon courage, Vicentin. Chaque week-end, ce sont des milliers d'euros qui s'envolent des chantiers. Et c'est justement pour cela que les gendarmes de l'OCLDI sont sur le pied de guerre. Nous retrouvons Philippe et Gilles qui poursuivent leur enquête sur ce vaste trafic de métaux volés. Aujourd'hui, Gilles se prépare pour une nouvelle mission de surveillance. Appareil photo, le dictaphone, le téléphone. Hop. Le gendarme va passer plusieurs heures dans ce véhicule banalisé aux vitres teintées. Cela s'appelle un sous-marin. C'est l'un de ses collègues qui le conduit sur le lieu de la surveillance. Une société de recyclage de métaux qui écoulerait des marchandises volées. Si tu te positionnes juste après le portail, nous on l'aura dans l'oblique, là ça sera pas mal. C'est un simple contrôle de routine dans la société qui a mis la puce à l'oreille de ces spécialistes des vols de métaux. Alors on arrive à la société, je vais fermer et faire un minimum de lumière. Bah, nickel, c'est bon, pause. Voilà. Nickel, c'est bon. À tout à l'heure, je te rappelle. Le but de cette surveillance est d'identifier les personnes qui viennent régulièrement livrer des métaux. Voilà, une livraison. Tout part de cette boîte. Donc on a essayé de savoir quelle était leur activité, diurne et nocturne, pour savoir si eh bien, la clientèle qui se présentait à la boîte de façon journalière correspondait à ce qui était inscrit sur le registre de police de la société. Et on s'aperçoit naturellement que les deux choses ne correspondent pas. Les comptes de la société font apparaître des livraisons qui n'existent pas en réalité. Un système frauduleux qui intrigue les gendarmes. Ils sont très bien structurés, on est sur de la criminalité organisée. Et donc, ce dossier, tout le monde a envie de savoir comment ils s'organisent, comment ils font. Et on ne serait pas là si on n'était pas persuadés tous, ensemble, qu'il y a le petit plus, le petit truc qui va un jour nous aider à tirer la ficelle et à trouver le pourquoi du comment, quoi. Mais ce matin, Gilles n'apprendra rien de nouveau. Le sous-marin est devant l'entreprise depuis plus d'une heure, de quoi paraître suspect. Je voudrais pas qu'on reste trop longtemps là, quoi. Ils sont quand même, tu vois, Tu dis à Fabien qu'il vienne me récupérer et puis comme ça, on bouge. Depuis l'explosion des vols de métaux, les recycleurs sont dans le collimateur de la police et de la justice. Leur métier consiste à collecter ou à racheter des déchets métalliques. Une fois triés,
80% de ces métaux sont traités pour être réutilisés dans l'industrie. Nous sommes près de Tours. Dans la famille de Jean-Philippe Sepcha, on est ferrailleur de père en fils. Aujourd'hui, leur enseigne regroupe une dizaine d'entreprises. Pour toutes, la consigne est la même, attention à ne pas racheter des métaux volés. Ce matin, un particulier vient livrer de vieux éléments de robinetterie, du cuivre et de l'étain. Et c'est le PDG en personne qui vient se renseigner sur la provenance de cette livraison. Et c'est des chutes qui proviennent d'où, ça, ces chutes de laiton, là? Oh, bah ça, c'est des copains de l'EDF qui m'amènent ça. Ah ouais, d'accord. Comme ça. Un peu tout le monde, en fait, qui m'en amène. Et quand vous avez une livraison de ce type, vous faites attention à quoi? Déjà, si c'est si c'est des pièces neuves, des chutes neuves, si vous voulez, si j'ai un doute, tout ça, je ne prends pas. Vous voyez, parce que là, on voit vraiment que c'est des, vous voyez, c'est vraiment de vieilles pièces, parce que vous voyez, elles sont toutes marquées, elles ont déjà travaillé. Donc ça ne peut pas venir directement d'une usine ou quoi que ce soit. Si je vois que si ça me semble douteux, je dis, je ne peux pas te la prendre. Voilà, donc éventuellement, essaye ailleurs, quoi. Il n'est pas très content. Voilà. Et il n'est pas content du tout, non, c'est surtout ça. Non. Il n'est pas content du tout, mais ça fait partie des jeux, puis on ne peut pas se permettre de... Voilà, et vous perdez des clients? Entre la perte de clientèle et le gain de tranquillité, on a fait un choix. Les métaux sont triés, pesés, puis le client reçoit un bon de livraison qu'il va présenter à la caisse pour être payé. Un bon uniforme. Voilà. Filmé. Ça va? On fait 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 10 et 12,74. Et merci. Voilà, à bientôt. Voilà, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. 812 €. Ce particulier vient d'arrondir confortablement sa fin de mois. Mais à présent, toutes ces coordonnées figurent dans un registre, le livre de police. Ainsi, chaque dépôt de métaux peut être tracé. Dans les colonnes, on a un numéro d'ordre, les matières achetées, les quantités, les prix unitaires pour chaque métaux, l'identité du vendeur, son permis de conduire, sa pièce d'identité. Ça sert à quoi en fait? C'est plus pour la police. Nous, ils ont les coordonnées, ils ont les quantités, et ils peuvent les retrouver facilement. Ils ont les pièces d'identité aussi, donc je veux dire, c'est surtout pour eux. C'est un détail de tout ce qu'on achète. Et malgré la vigilance des employés, il arrive que des métaux volés soient rachetés ici. Jean-Philippe Sepcha en est bien conscient. Bon, ça, c'est du vieux zinc de couverture, qui est, en général, on achète ces marchandises-là aux couvreurs, un peu aux particuliers. On a déjà vu des maisons qui ont été découvertes de leur zinc et ramenées chez les récupérateurs. Et là, malheureusement, on ne peut pas voir si la personne amène 3 gouttières et puis 2 chaîneaux de zinc, comment voulez-vous qu'on sache que c'est volé? Cependant, pour certains produits, comme ces câbles de cuivre, impossible pour un professionnel de ne pas faire la différence entre récupération et marchandises volées. Si demain on achète 5 tonnes du même câble, de la même section qui a été coupé à la tronçonneuse, là il faut se poser des questions automatiquement parce que quelque part c'est que ça a été tronçonné sur un touret et là il y a des questions à se poser. Ces cuivres qui sont volés, ça ira chez quelqu'un qui est complètement conscient que c'est de la marchandise volée. Souvent le receleur est de mèche. Souvent, ouais. Et moi j'ai même connu des gens qui allaient indiquer aux voleurs, tiens, va dans cette usine et va me voler ça, et c'est arrivé. Et ce sont justement ces brebis galeuses qui intéressent nos gendarmes. Retour à la cellule d'enquête. Pour ce dossier important, 9 enquêteurs sont mobilisés. Ils travaillent dans un petit appartement transformé en quartier général. Gilles analyse les photos prises devant la société de recyclage suspecte. Des photos qui tapisseront les murs du bureau. On a affaire à des familles, donc il y a d'énormes ressemblances, donc on peut le voir, certains se ressemblent très fortement, donc parfois on a du mal à définir qui est qui. C'est important d'avoir toujours en tête les personnes qu'on va être amené à voir, à contrôler, et on peut les croiser à tout moment, donc c'est quand même important d'avoir ces images-là toujours à la tête. À force de surveiller la société, ils ont repéré des clients réguliers, au comportement suspect. Ils sont représentés sur ce schéma avec leurs liens familiaux. Ce sont tous des gens du voyage.
Donc lui, effectivement, qui se trouve ici, symbolisé au centre, a le plus gros dépôt effectué sur un an, hein, près de 70 tonnes. Sur un an, ce qui est énorme pour quelqu'un qui n'a pas d'activité déclarée de ferrailleur. On peut se poser la question de savoir comment un individu comme ça, seul, peut déposer ce total de métaux. Impossible en effet pour un simple ferrailleur de se procurer seul autant de métaux en si peu de temps. De la récupération qui ressemblerait plutôt à du vol organisé. Les gendarmes se retrouvent donc face à une bande de trafiquants. Et ces personnes-là sont des gens qui sont déjà connus des services de gendarmerie? Effectivement, des vols de fret, des braquages, des faits du même type, oui, effectivement, il y en a qui sont connus, voire bien connus. Parmi les membres de cette véritable nébuleuse, un individu est spécialement ciblé par les gendarmes, un certain Raymond. C'est un client régulier de la société de récupération, mais les gendarmes ne l'ont jamais vu livrer de métaux. Il se contente de parader dans sa voiture de luxe. Alors, quel est son rôle dans la magouille? Ce matin, une filature est organisée. Philippe, le chef de la cellule, rejoint ses collègues. Il veut connaître les activités quotidiennes de Raymond. Ouais, Yannick de Fifi, tu peux me donner la position? C'est un véhicule à 3 heures, c'est ça correct là hein? Je confirme, il s'arrête face au salle de bain, C'est à droite, il y a la Twingo qui est stationnée. Hein. Ah voilà, la Twingo est là. Aujourd'hui, Raymond se déplace dans un véhicule plus discret que d'habitude. Il est stationné devant un magasin de meubles. Les 5 voitures de gendarmes sont à l'arrêt. Bon, piétons confirment qu'ils sont toujours à l'intérieur du magasin, visiblement pour prospecter pour une cuisine. C'est reçu. Faut de la patience là aussi. Hein. Parfois, là, parfois on passe des heures. Hein, et là, vous voyez, bon, c'est vrai que pour nous, c'est pas très intéressant de savoir qu'ils vont acheter une cuisine, mais ben, il faut le faire. Hein. Pas démarrer. Hein. Il se met sur la voie de gauche, hein, carrément sur la voie de gauche. Tu prends, Seb? Il va faire demi-tour. Les gendarmes espèrent que Raymond va les emmener sur les lieux d'un prochain vol de métaux. Affirmatif, plein gaz, direction Shell, national 34 reçu. Et dans ces cas-là, les limitations de vitesse et les feux rouges n'ont plus d'importance. Pour info, il est au téléphone. Si le gendarme précise que Raymond téléphone, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans les bureaux de la cellule d'enquête, Didier peut écouter toutes ces conversations. Dans ce dossier, une douzaine de personnes sont sur écoute. Allô? Ouais, t'es où? Rachel. Viens, là, c'est un petit verre, là. Ouais, mais dans une petite heure. Les écoutes sont une aide précieuse pour les gendarmes. Encore faut-il comprendre ce qui se dit. Il y a un argot propre aux gitans, il y a certains mots qui peuvent revenir, mais bon, généralement, bon, ils cherchent quand même à dissimuler donc, le sens de la communication. Et bon, ils parlent souvent de machin, ou alors on se donne un rendez-vous là-bas, là où on était donc la dernière fois. À force d'écouter les conversations des suspects, les gendarmes savent tout de leur vie privée. Des informations utiles, mais qui ne remplacent pas les filatures. On rencontre beaucoup de difficultés avec lui, c'est qu'il ment tout le temps. Même à ses proches, il ment. Donc, il ment à sa femme, il ment à ses maîtresses, il est toujours en train de mentir. Il va vous dire, bah, écoutez, je suis là dans 1 heure, puis il viendra jamais. Quoi. Ils n'ont pas de logique. Nous, on est trop logique, mais eux, ils n'en ont pas du tout. Et c'est ce qui fait leur force. On a rattrapé la filature. Là, on est tous avec le leurre. Tourne à droite. Tu prends Yann. Je prends, donc on s'engage dans la rue du docteur Robert Capira. Bon, de Fifi, je suis en position Arthur, je prends. Être en position Arthur signifie être en tête de tous les véhicules. Ouais, de Fifi, pareil, à ce moment-là, Philippe est juste derrière la voiture du suspect. Il faut penser à surveiller notre objectif parce qu'il ne faut pas le perdre. Et puis, il faut faire attention donc, à notre comportement pour pas qu'il puisse avoir un doute quelconque. Donc, il faut qu'on soit naturel, il faut qu'on paraisse le monsieur tout le monde. Quoi, hein. Donc, il prend des précautions.
Ils peuvent s'arrêter à un feu vert, se mettre en warning et démarrer pratiquement lorsque le feu rouge passe. Ça nous est arrivé aussi là, dernièrement sur cette même personne qui nous fasse 3 fois le même tour d'un rond-point. Mais ce matin encore, les allées et venues de Raymond n'apprendront rien aux enquêteurs. Donc pour tous, la target rentre probablement à son domicile. Pour avoir une dernière chance de connaître les activités de Raymond, Philippe a un joker, les clés d'un appartement qui donne sur la maison du suspect. Les gendarmes appellent ce poste d'observation le pigeonnier. Seb, si tu me reçois, tu peux me donner la position du véhicule sur la voie publique? Oui, en fait, si tu vois son habitation, elle est de l'autre côté de la chaussée. Bien que Raymond appartienne à la communauté des gens du voyage, il vit toute l'année dans son pavillon. Et pour vous, c'est plus simple ou plus compliqué quand ils sont sédentarisés? C'est plus simple parce qu'on est souvent dans des milieux urbains et on a la possibilité de pouvoir les observer plus facilement que lorsqu'ils sont sur des campements sauvages où là, il faut s'adapter à la nature, etc. Et on a des grosses difficultés pour s'approcher des campements. Mais aujourd'hui, chez Raymond, rien ne bouge. Après 4 mois de travail, l'enquête est dans une impasse. Rien ne permet aux gendarmes de prouver les vols de métaux qu'ils suspectent. On va faire un petit point. Une réunion de crise s'impose, le moral des troupes est au plus bas. Si on attend un hypothétique vol de métaux qui va survenir quand on n'en sait rien. Attendre combien de temps? Si c'est pas une activité normale de récupérateur de métal la journée, ça veut dire qu'il le fait visiblement la nuit. Est-ce qu'on peut pas là, tous ensemble, on fait un petit planning sur 3 semaines, on dit toc machin, tous les soirs il nous faut ça. On va se tuer. Déjà la journée c'est difficile. Alors s'il commence à sortir à 3-4 dans une bagnole et à les prendre, tu crois que ça va être possible? Je dis pas de les prendre systématiquement dès que ça va sortir. Travailler de nuit, certains gendarmes préféreraient l'éviter. Les avis divergent. La lassitude commence à gagner les hommes. Ils se donnent encore 3 semaines pour démanteler le réseau. Il leur manque toujours les preuves suffisantes pour clôturer cette affaire. On se pose des questions, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on aura fait un travail de 3-4 mois et qui risque de tomber à l'eau? Et ça, c'est le risque de l'enquête. Hein. Ça nous énerve, non, ça nous énerve pas, mais bon, on essaye, on se pose la question pourquoi on n'y arrive pas, c'est surtout ça. Et puis après, on est patient. C'est la grande force, c'est qu'on est patient. Voilà. Et un jour ou l'autre, il fera toujours un faux pas. Il s'agit qu'on soit là à ce moment-là. Ça, c'est le plus dur. Est-ce qu'on sera là à ce moment-là? Ici, tout le monde rêve d'un flagrant délit. Pour cela, il faut que les malfrats laissent échapper un renseignement sur les écoutes. Telle cargaison arrive tel jour et ça provient, je ne sais pas d'où, je sais que c'est du vol, mais je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que ça va arriver tel jour. Et là, nous, on sera là. Car ce qui met les gendarmes sur les nerfs, c'est que pendant qu'ils traquent Raymond et sa bande, les vols continuent. Une semaine plus tôt, à quelques kilomètres de là, vol de cuivre record. Les images des caméras de surveillance montrent l'audace des voleurs. Une zone industrielle, à 6 h du matin, c'est dimanche, tout est calme. Soudain, une voiture s'arrête devant la société qui fabrique des pièces métalliques. Un homme descend, accompagné d'un complice. Il se dirige dans le bâtiment. Alors que le véhicule repart. Première mission des 2 malfrats, couper les lignes téléphoniques et débrancher l'une des 4 caméras. Leur but, empêcher que l'alerte soit donnée. Pendant toute la journée, les 2 hommes vont se cacher dans l'entreprise pour être sûrs que la police n'intervienne pas. Mais vers 20 h, attention, regardez bien, des complices arrivent au volant d'un semi-remorque. Équipés, cagoulés, les voleurs sont très organisés. En moins de 20 minutes, un conteneur de plus de 11 tonnes de cuivre va être chargé. À 20 h 30, le camion ressort. Le plan s'est déroulé sans accrochage. Les voleurs repartent avec un butin de plus de 150 000 €. C'est pour en finir avec ce type de vol que Philippe a opté pour une surveillance de nuit. Il faut organiser les tours de garde. Des horaires de travail difficiles à concilier avec la vie de famille.
On rend des comptes au magistrat, on rend des comptes à notre hiérarchie, mais il faut rendre des comptes aussi à la maison. C'est pas les comptes les plus faciles à C'est rendre. pas les comptes les plus faciles parce qu'il faut bien expliquer à l'épouse ou à ceux qui ont des enfants que le papa ne sera pas là pour le week-end, ou le week-end est annulé parce que si on a prévu quelque chose pour telle ou telle raison pour le travail, donc c'est pas une chose non plus qui est facile. Demain ceux qui font la nuit peuvent arriver plus tôt demain matin. Non, plus tard demain matin. Non, donc à partir de 10h. La nuit est tombée sur le QG. Raymond, le suspect numéro 1, a prévu de sortir. Les gendarmes vont le suivre. Alors il s'équipe. Voilà. De nuit, le chassonnerie. On ne sait pas sur qui on peut tomber. Si on peut tomber nez à nez avec les individus qu'on surveille, qu'on puisse au moins se défendre. Ce soir, 5 hommes sont sur les traces de Raymond. C'est à Neuilly, hein, ouais, c'est à Neuilly-sur-Marne. À quelle heure? C'est sur la nationale, moi je sais où c'est. Je vais aller jeter un œil. Je pars devant là? Ouais, vas-y. Radio, fréquence 2? Sur canal 2? Okay. Moi j'ai fait un passage dans la rue voir ce qu'il y a. Ah, puis t'attends. Ok. Suivre les suspects en virée nocturne demande une connaissance précise des moindres routes du département. Il y a plus d'adrénaline la nuit? Ah ouais, nettement, ouais. Nettement. Non, parce que aussi on sait que c'est les personnes qu'on va être amenées à côtoyer là ce soir, sont les personnes qui ont quand même plus tendance à vivre la nuit et à commettre leur délinquance la nuit. Pour ne pas être repérés, notre caméra passe en vision nocturne. Les individus ciblés vivent tous dans la même zone pavillonnaire. Ce sont des gens du voyage qui ont choisi de se sédentariser. Alors en quoi ce sont encore des gens du voyage? Ils commettent leur délinquance de façon itinérante, c'est-à-dire qu'ils font parfois de très nombreux kilomètres pour aller commettre leurs méfaits. Mais par contre, ils sont localisés quasiment tout le temps au cours de l'année au même endroit. Et dans ce quartier, un véhicule inconnu ne passe pas inaperçu. Donc là, on se retrouve dans la rue de notre gare. Dans cette rue-là, il y a plusieurs de nos cibles, donc on ne souhaite pas y passer très souvent. Le moins souvent possible pour éviter de se faire repérer. Voilà, son véhicule est là et dans la rue. Raymond est bien chez lui. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il sorte. Même quand il est sur le terrain, Gilles a accès aux conversations téléphoniques du suspect. Chaque fois que Raymond passe un coup de fil, le téléphone de Gilles se met à sonner. Il y a une com là. Ouais, c'est reçu. Voilà. C'est la galère. Il parle vraiment mal et pas fort. Une fois de plus, rien ne se passe comme prévu. En fait, il y a eu une com entre notre gars et sa copine. Il risque il va visiblement la retrouver demain matin de très bonne heure à la gare. Donc, il y a peu de chances pour qu'il bouge ce soir dans le cadre de notre dossier. Et donc, on lève et on met le dispositif plutôt demain matin de très bonne heure. Encore une déception dans cette enquête. Mais il en faut plus pour décourager Gilles. On n'est pas abattu, loin de là. On avance petit à petit et on est confiant et optimiste depuis le début, de toute façon. C'est facile de le rester? Non, c'est pas toujours facile de le rester. Et justement, c'est pour ça qu'il faut de temps en temps booster les troupes. On a la certitude qu'on va y arriver parce qu'on a les bonnes infos, parce qu'on est sur les bons mecs, parce qu'il y a forcément quelque chose qui se passe dans ce dossier. Et puis, on veut savoir, quoi. Donc, on va y arriver, quoi. Changement de décor. Nous sommes sur la Côte d'Azur, le paradis des vacanciers, mais aussi des retraités. Ici, une personne sur 4 a plus de 60 ans. Venus de toute la France, ils sont plutôt aisés et ont choisi de prendre leur retraite au soleil. Ce sont des cibles de choix pour une arnaque bien rodée, l'escroquerie aux antiquités, dite escroquerie au jade. Le mode opératoire est toujours le même. Les personnes âgées sont repérées dans un lieu public et abordées sous un prétexte fallacieux. Quelques jours plus tard, l'escroc se présente à leur domicile, il se dit marchand d'art. Pendant de longues heures, il cherche à gagner leur confiance, puis il propose une affaire soi-disant incontournable. En fait, le prix de l'objet proposé peut être multiplié par 100 par rapport à sa valeur réelle. Pour prouver sa bonne foi, le faux marchand d'art laisse l'objet quelques jours pour que les personnes âgées le fassent expertiser par un spécialiste de leur choix. Dans la semaine, le couple rencontre un inconnu qui leur demande un renseignement quelconque.
c'est un complice du premier escroc. Au fil de la conversation, l'individu présente sa carte de visite et, surprise, il est expert en œuvres d'art. Ravi, le couple l'invite à voir l'objet qu'on tente de leur vendre. Bien entendu, le faux expert s'extasie devant l'objet et propose même de le racheter un peu plus que le prix annoncé. À présent persuadé de faire une excellente affaire, le couple rappelle le faux marchand d'art et signe un chèque. L'emprise de l'escroc est si forte qu'il arrive parfois à convaincre ses victimes de ne pas remplir l'ordre du chèque, ou même de le payer en liquide. Les Dequesne ont été victimes d'une telle escroquerie. Ils se sont fait plumer par un gang de gitans. Madame Dequesne possédait une pharmacie, son mari était directeur d'un centre des impôts. En 2005, les époux ont déposé plainte pour escroquerie. Le dossier est défendu par maître Déborah Lévy qui représente leur fils. Car monsieur Dequesne est décédé en 2005 et son épouse à peine un an plus tard. C'est maître Lévy qui nous fait visiter leur appartement. Là, nous nous trouvons en face du premier objet qui a été acheté, donc c'était dans les années 79-80, de type asiatique, ainsi qu'une statuette qui était censée être de l'époque Ming. En fait, la statuette est de fabrication récente. Ces deux objets sont les premiers d'une longue série de meubles, de statuettes, de tapis. Pendant 25 ans, les Dequesne se sont fait escroquer par un faux marchand d'art et sa famille. Ils ont acheté plus d'une trentaine de pièces d'art asiatique à des prix exorbitants. Ils ont échangé un appartement contre des statuettes. Donc ça paraît quand même énorme. Mais là, on voit bien en fait toute la stratégie et la manipulation. C'est des personnes en fait qui sont déjà très intelligentes, qui justement font attention à leur apparence. Ils ont une facilité d'élocution. Ils savent en fait quoi dire à quel instant. C'est vraiment des arguments de vente en fait. Ce n'est qu'en 2005, alertés par leur banquier, que les Dequesne ont porté plainte pour escroquerie. En septembre 2005, mes clients ont acquis ces 3 statuettes qui étaient censées être de l'ivoire. Et le montant total en fait, de ces statuettes était pour un prix de 84 500 €. Et on verra que ces statuettes ne sont pas de l'ivoire mais de l'os et ont une valeur chacune de 1 500 €. Donc un mois après, cette personne va se représenter au domicile de mes clients et là va leur indiquer qu'il a besoin d'argent pour un programme immobilier et au bout de 6 heures de tractation va obtenir de mes clients qui leur signent des chèques, donc 2 chèques, un de 100 000 et un de 60 000 € et va leur laisser en gage donc ces 3 coraux qui se trouvent ici, donc qui étaient censés être d'une valeur de 200 000 € pièce. En réalité, ces coraux ne valent que 1 500 € chacun. Et pour le paiement, la stratégie est toujours la même. C'est leur écriture, mais bien évidemment, l'ordre a été laissé vide et a été rempli par les escrocs. Mais trop sur d'eux, les malfaiteurs vont commettre une erreur. Et c'est ce chèque de 100 000 € qui va permettre de retrouver leurs traces. Nous sommes à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Ce sont les hommes du lieutenant Chavant qui enquêtent sur le trafic du faux jade. Ils ont réussi à remonter la piste d'une jeune femme, Mégane. C'est la fille de l'homme soupçonné d'être le faux marchand d'art. Et c'est elle qui aurait tenté d'encaisser le chèque des Dequesne. Aujourd'hui, les gendarmes partent en repérage pour localiser cette famille. Pourquoi c'est si difficile de localiser ce type de personnes? Comme son nom l'indique, ce sont des gens du voyage, donc ils sont itinérants, ils n'ont pas d'adresse fixe. Donc la difficulté réside dans le sens où ils sont tout le temps sur les routes, ils se posent 1-2 semaines à un endroit, quand l'information, on se transporte, ils sont déjà repartis, donc c'est très difficile. Et dès lors qu'on les a localisés, c'est vrai qu'il faut vite agir, parce que si on perd encore quelques jours, ils seront repartis. À chaque fois, c'est sans fin, on est toujours derrière eux, quoi. La famille recherchée a quitté le sud de la France pour les Yvelines. Cette fois, les gendarmes ont de la chance. Non seulement ils ont localisé la famille ciblée, mais en plus, ils bénéficient d'un point d'observation idéal. Un local municipal avec une vue imprenable sur le campement. Ils sont bien là, donc c'est bon.
En général, si s'apprêtait à partir aujourd'hui, il y aurait déjà des préparatifs, quoi. Là, il n'y a aucun mouvement. Vu le grand soleil qui règne en ce moment, ils vont rester là. Donc de même peut-être prévoir des bottes. Pour préparer les interpellations du lendemain, le lieutenant Chavant organise une réunion avec les 10 enquêteurs mobilisés pour l'opération. Les 3 objectifs qu'on voulait interpeller, ils sont tous au même endroit. Donc en fait, c'est l'occasion. Celle qui a tenté d'encaisser le chèque de 100 000 €, c'est le seul élément matériel qui existe dans le dossier. Le père, qui lui a eu de nombreux contacts avec la victime depuis très longtemps aussi, et son père à lui, qui était le premier intermédiaire, qui a pris les premiers contacts avec cette famille dans la fin des années 70. Et c'est incroyable la crédulité des gens. Elle fait un chèque de 50 000 €, notre 30 000 €, mais elle ne met pas le libellé. Hein. L'autre dit de ne pas mettre d'ordre. Et 4 500 € à liquide. À l'époque où ça s'est passé, c'était en 2005. On le sait maintenant, mais elle était déjà en confiance depuis la fin des années 70 avec ces gens. Donc à mon avis, ça roulait tout seul. Plus de 40 caravanes stationnent sur l'emplacement en question. Pour localiser les suspects, un schéma est nécessaire. Donc on pénétrera tous par là en file indienne. Et pour se repérer, ils sont tous implantés au poteau DF. On va y aller comme ça, directement sur les objectifs. Les autres, on s'en occupe pas. Ça devrait bien se passer. Ah, t'es beau les tapis Saint-Maclou là. 500 000 €. C'est bon? Allez, j'ai fait, on y va. Merci Charlie. Voilà. Demain pour les croissants. Et Charlie, c'est drôle de toi. 6 heures, le lendemain matin. Les hommes du lieutenant Chavant sont sur le pied de guerre, avec gilet pare-balles. Les gens qu'on va chercher, ce pas des gens réputés comme dangereux, enfin, ils ne sont pas connus tels quels. On sait qu'à côté, vu qu'il y a une quarantaine de caravanes, on ne sait pas qui c'est qu'il peut y avoir d'autres. Et donc eux, ils ne savent pas forcément qui c'est qu'on vient chercher, donc vous devez prendre des précautions pour pouvoir revenir tranquillement, en sécurité après, parmi nous. Pas de stress dans les rangs, mais une certaine impatience. Le dénouement de cette incroyable escroquerie de 25 années est tout proche. Les gendarmes ont à peine 2 km à parcourir jusqu'au campement. On arrive. Bon ben nous on est bon. Ça c'est notre objectif. Oui, gendarmerie, vous ouvrez s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Donnez le biberon, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on vous voit à la demande d'un juge d'instruction. Là, on a des questions à vous poser. Mégane n'a que 20 ans. Elle vient d'avoir un bébé. Elle part le confier à sa mère. Très vite, les occupants des autres caravanes viennent à la rencontre des gendarmes. Le dialogue se noue. Ah, par contre, c'est un tort chez vous, c'est de taper fort dans les caravanes. C'est pas solide. Ça va vite. Hein. Bon. Ah oui, ils ont toujours peur de recevoir un coup de fusil ou un truc comme ça. Non, mais ça se passe. Ça s'est jamais arrivé. Hein. Ça arrive très rarement. On est quand même des êtres humains, hein, malgré qu'on fait des fois des bêtises ou quoi que ce soit. Bon, ben, ça, c'est la vie. Hein, c'est exactement ça. Tout se passe dans le calme. Une seule ombre au tableau. Il manque Jean-Claude. Jean-Claude, je l'avais dit. On l'avait pas vu, ouais. Un des suspects manque à l'appel, le grand-père de Mégane. C'est un petit peu gênant parce que c'est en fait le premier individu qui a pris contact avec les victimes à la fin des années 70. Bon, normalement, il n'est pas en théorie poursuivable entre guillemets parce que les faits anciens sont prescrits. Mais bon, il est intéressant à l'enquête pour connaître effectivement la chronologie des faits, etc., quoi. La perquisition commence. Les biberons. Les biberons, si vous pouvez éviter de les toucher parce qu'ils sont stérilisés, c'est... Il n'y a pas de souci. On ne touche pas les biberons, ça m'intéresse pas. Appuyez sur le bouton. Médicaments. Tous les médicaments. Objectif des gendarmes, trouver des tapis, des objets d'art ou de fausses cartes de visite d'experts en antiquité. Mais ils ne trouvent rien. Seulement des caravanes tout confort et des véhicules très coûteux. En veste de treillis, Hervé, le père de Mégane. Il a 40 ans. Officiellement, il gagne sa vie en vendant des tapis sur les marchés. Mégane et Hervé sont emmenés dans les locaux de l'OCLDI pour être interrogés. Les gendarmes commencent tout d'abord par Mégane. Ils veulent savoir qui lui a donné le chèque de 100 000 €. La réponse de la jeune femme est déjà toute prête depuis longtemps. Un mec m'a donné un chèque. Ouais. Il m'a proposé de l'encaisser. Je touchais de l'argent, c'est tout. C'est ce que j'ai à dire. Et elle est rigolote. L'inconnu arrive,
Et à la place d'offrir des fleurs, il t'offre un chèque pour acheter le magasin de fleurs. Et la marmotte, elle met l'emballage autour des fleurs. Et qu'est-ce qu'il te dit? Ils ont une semaine pour l'encaisser. Et après? Et après, ils me contacteront. Sur quoi? Sur mon téléphone. Que tu lui avais laissé? Ouais. Et toi, tu ne demandes pas son identité, d'où le chèque provient? Je lui ai demandé, comment il peut l'appeler? Eric, c'est tout. Pour Mégane, pas question de dénoncer son père. L'interrogatoire est dans une impasse. Le lieutenant Chavant décide de s'en mêler. Je te le dis, regarde-moi bien dans les yeux. Si tu continues de cette façon, c'est la prison. Je te fais la promesse. Je sais très bien que c'est ce qu'on t'a dit de dire. Mais au moins, dis-nous, bon, sors-nous un mensonge qui soit à peu près compréhensible. Une petite partie de la vérité. C'est pas toi qui les as escroqués? Non, mais de toute façon, même si je savais... Ben oui, mais on comprend. Mais attends, mais je comprends pourquoi tu es bloqué. Tu me dis pourquoi, même si je savais. Attends, si tu savais qui c'était, que c'est quelqu'un qui est rien pour toi, tu me le dirais. Qu'est-ce que tu t'en fous? Le problème là, c'est la famille. Le problème, c'est que là, t'es coincé parce que c'est ta famille. Alors, c'est vrai que ici, je dis mon père, je tu suis te vois hérité. pas dénoncer ta famille. Ça, je peux arriver à le comprendre. Mais enfin, dans ce dossier-là, celui qui mérite d'aller au trou, c'est celui qui a été directement au contact des victimes et qui les a arnaqués. C'est pas toi qui mérite d'aller au trou. Et pourtant, c'est toi qui vas y aller, là. Hein. Te fais pas d'illusions. Mais de toute façon... Je peux quand même pas dénoncer mon père. Ça se fait pas. C'est pas mon père, c'est pas un membre de ma famille. T'es emmerdé quand même, là. Tu souris, mais bon, je sais que tu ris jaune, hein, comme on dit. Hein. Tu sais ce qu'il y a derrière. Mégane ne veut pas revenir sur sa version. C'est donc la prison qui l'attend. Sauf si son père choisit de se dénoncer. Et c'est ce qui va arriver. Est-ce que vous connaissez les époux en rue depuis combien de temps? Ça, j'ai dit, il fait une quinzaine d'années. Voilà. Ça fait 15 ans. Okay. Donc vous les avez rencontrés comment? Sur les marchés. Vous faisiez quoi sur les marchés? Dans des tapis d'Orient. Dans des tapis d'Orient. Il y a 2 ans, j'étais faire un tour pour essayer de vendre un autre tapis, quelque chose. Et j'en ai proposé des pierres dures, oui. Et des quartz. J'avais des quartz, des roses, des jades, des verres. Il y avait un corail. Est-ce que votre père les connaissait avant? 15 ans, oui, je pense qu'il les connaissait avant. Ah. C'est des anciens clients à lui. Ah. On y vient, putain, c'est au forceps. En 2005, là, tu retournes chez les époux de mon oncle pour leur vendre, t'as dit, vous essayez de leur vendre des tapis ou des pierres. Oui, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, qu'on a sympathisé, puis j'ai voulu leur prendre de l'argent à l'emprunt. Peut-être 100 000 euros. Tu leur as demandé qu'ils te prêtent la somme? 100 000 euros. C'était la marchandise en caution. Et vous connaissez la valeur des objets que vous avez laissés? 10 000 euros de marchandise. 10 000 euros? Ah, putain, 5 000 pour 10 000, le ratio. Et c'est ce que vous leur avez dit, que ça valait 10 000 euros? Non, c'est 10 000 euros. Ah. Moi, j'en avais dit sur les 150 000 euros. Ah. Et comptez jamais les rembourser? Si, je pense pas donner pour vous dire ça. Bah, tu comptais les rembourser? Non mais attends, regarde-moi. Non mais... Je recommence, tu me prends pour un jambon. C'est ça? Ça fait rire ça. Tu comptais les rembourser? Non mais attends, t'as vu jouer ça où toi? C'est une plaisanterie que je vous dis. Ah voilà. Ils n'ont jamais été escroqués de grosses sommes. Non, mais non. Tout dépend ce qu'on appelle les grosses sommes, mais tout dépend ce qu'on appelle escroquer. Non, même pas escroquer, c'est des ventes. Ah oui. Des ventes. Ah ben ouais. Hein. Ah ouais, il leur vendait souvent. Tiens là, je te vends l'ordinateur, là, 150 000 euros. Ah, mais il vaut pas. Ah ben oui, ben voilà. Et ben voilà, il les vaut pas. Ça s'appelle une escroquerie. Pour éviter à sa fille de se retrouver en prison, Hervé est prêt à reconnaître l'escroquerie de 2005. Il sait très bien que les gendarmes n'ont pas d'autre élément que ce chèque. Il n'ira donc pas plus loin dans ses aveux. Donc tu reconnais, toi, les 100 000 euros. T'en restes là. Bon, et alors, pourquoi tu les as donnés à ta fille? Pourquoi tu as donné les 100 000 euros à ta fille pour qu'elle les encaisse? Parce que j'ai pas de compte en banque. Elle n'est pas sortie de la mouise là, hein, si tu me dis ça. Hein. Je vous dis quoi? Plus. Ton avis? Je vous dis quoi? C'est-à-dire que vous, je demande même si à force de raconter vos histoires, vous les croyez pas quoi, à force. Les gendarmes veulent qu'il avoue toutes les autres escroqueries organisées contre les deux Ken. Mais même après 10 heures d'audition, ils n'obtiennent rien de plus. En fin de journée, père et fille se retrouvent pour un court moment. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on a commencé à vous interroger? Au début, on dit rien. Après, on dit. Simplement. Vous étiez prête à prendre des risques et éventuellement aller en prison si... Ouais. Pour votre père?
Disons que j'ai foutu ma fille un peu de ma faute dans la merde, quoi. Que je prends tout sur moi, que je raconte tout bien, la vérité, pour pas qu'il y ait de problème pour elle déjà, quoi. Et ça a été une décision facile à prendre? Oui, bien sûr. Si elle sort, si c'est pour ça qu'elle sorte ce soir ou demain matin, oui, c'est facile à prendre. Elle est mère de famille, elle a un petit bébé de 3 mois, alors. Et qu'elle aille le retrouver le plus vite possible déjà. Alors, bien sûr que je regrette, c'est des bêtises. Bien sûr qu'on regrette toujours. Qui arrête pas quand il va pas à la gendarmerie. Mégane va passer la nuit en cellule. Elle y restera quelques jours avant d'être présentée au juge d'instruction. Grâce aux aveux de son père, elle n'ira pas en prison. Hervé, lui, encourt une peine bien plus lourde. Mais ça ne l'empêche pas de plaisanter avec les gendarmes. Ça se passe bien. Impeccable, hein. Vous voulez me vendre un tapis, là. Bah, c'est le métier qui est... C'est le sens du commerce qui revient. Il va me faire 2-3 fêtes. Ouais, t'as raison. Si j'avais 100 000 € sur mon compte, ça serait pas là. Hein. C'est déjà fait ça? On gagne pas 100 000 € quand même. Hein. À tout à l'heure. Hervé doit suivre les gendarmes jusqu'au commissariat où il va passer la nuit. Pour Charles et son équipe, l'affaire se termine en beauté. Vous attendiez à des aveux aussi rapides? Non, franchement, je ne m'attendais pas du tout à des aveux aussi rapides, mais je pense que ce qui a joué un peu dans cela, c'est le fait qu'on ait pu interpeller le père avec sa fille qui était complice. Mais effectivement, ils travaillent souvent en famille. C'est une force et quelquefois c'est une faiblesse. Et là, on peut dire c'est les deux, c'est une force et une faiblesse. C'était une faiblesse parce que effectivement, le père a mis sa fille dans l'embarras, donc il a bien fallu qu'il la sorte un peu de cet embarras. Si l'abus de faiblesse est pris en compte, Hervé risque jusqu'à 5 ans de prison. Pendant ce temps, en Seine-et-Marne, l'enquête sur les métaux se poursuit. Philippe et Gilles sont sur le point de démanteler un complexe trafic de métaux volés. Car la chance sourit enfin aux gendarmes. Un vol de câble EDF a eu lieu près de Chartres. Or, quelques jours avant le cambriolage, l'un des suspects mis sur écoute a passé un coup de fil plutôt louche à la société soupçonnée de recycler les métaux volés. Tu l'as pas le... Ouais. Ce coup de fil pourrait prouver que le vol était prémédité et que le recycleur serait de mèche. Les gendarmes ont enfin de quoi arrêter ceux qu'ils soupçonnent d'être les voleurs et le recycleur. Ils sont ravis. de bateaux. Les derniers éléments là, de cette enquête nous ont permis encore de confirmer que ces gens commettaient des vols de métaux. Ils passent ensuite un coup de fil en disant qu'ils sont chez les recycleurs. C'est simplement sur les écoutes que l'on peut déterminer qu'ils ont pu commettre des vols. Aujourd'hui, ils vont passer à l'action. Au commissariat de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, ils préparent l'interpellation du gérant de la société, appelons-le François. Et c'est ici que les hommes de l'OCLDI mèneront les auditions. Sébastien et Philippe vont se charger de sa garde à vue. Vous partez pour un long voyage? Nous, oui, on est habitués, on est tous en déplacement permanent. Vous vous apprêtez à ne pas rentrer? Un bon enquêteur de PJ, il a toujours des affaires de recherche. Il sait qu'il va, mais c'est pas grave. Il se prépare à passer 4 jours et 4 nuits au commissariat. L'affaire concerne des vols en bande organisée. La garde à vue passe donc de 48 à 96 heures. Si les gendarmes ont choisi d'arrêter le suspect ce matin, ce n'est pas par hasard. L'homme doit retrouver sa maîtresse à l'hôtel. À 9 h, les deux amants se téléphonent pour se donner rendez-vous. Tout se passe comme prévu. Le suspect va se retrouver dans une situation délicate que les enquêteurs comptent bien exploiter. L'intéressant, ça va être le premier quart d'heure. Il aura un moment de stress pendant quelques minutes qui vont être importantes. Et ça, il faut le gérer rapidement au niveau audition. Il faut qu'on l'entende tout de suite. On a décidé de procéder comme ça parce que c'est pour l'impact psychologique. Voilà, parce qu'on aurait pu très bien l'interpeller chez lui. C'est de son audition que va découler tout le reste de l'affaire.
Lui, il est marié, il a des enfants, donc bon, tout ça, ça va cogiter dans sa tête. Il connaît pas le contexte, le fait d'être interpellé, les menottes placées en garde à vue, c'est déjà une pression pour quelqu'un qui a jamais connu ça importante. Donc on espère que ça va bien se passer. Maintenant, est-ce que lui a peur aussi des gens qui traitent? C'est possible. Donc bon, est-ce que la peur sera plus importante que le stress? On va le savoir rapidement. 20 minutes plus tard, les gendarmes se retrouvent tous aux abords de l'hôtel. Sébastien et Philippe sont prêts à intervenir. Elle arrive sur le parking. C'est pas la peine de les laisser se mettre en action. Et 10 minutes plus tard, Vous voyez, opération police. Oh, t'as pas le truc? Allez, ouvre. La police. C'est la police. Bonjour. Vous rhabillez. Bonjour. Vous rhabillez, ouais. Bonjour. Rhabillez-vous là déjà tout de suite. Ouais, allez-y. Allez-y. Nous sommes de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Vous êtes placé en garde à vue à compter de 10h moins le quart pour des faits de recel de vol commis en bande organisée, travail dissimulé par dissimulation d'activité, recours au service de personnes exerçant un travail dissimulé et blanchiment. Voilà. Écoutez-moi, c'est monsieur et moi qu'on est en charge de votre garde à vue. On est ensemble pendant 4 jours. Voilà, vous nous voyez bien tous les deux. Pendant 4 jours, vous allez vivre avec nous. Je vous prie parce que je ne comprends pas du tout. Non, mais personne de ce que vous me dites. Bon. Mais on va voir, on va éclaircir quelques points, vous verrez. Je crois que vous avez des choses à nous dire. On va discuter tout à l'heure. Dites-vous que si on vient là ce matin, c'est pas par hasard. Non, mais commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. Vous faites quoi comme profession? Voilà, récupération de métaux. Bon, vous savez très bien pour le moment que les métaux, c'est sensible. pour cet homme d'une cinquantaine d'années qui n'a jamais eu affaire à la justice, cette arrestation est un choc. En tant que gérant de la société, les gendarmes le soupçonnent d'avoir acheté aux gens du voyage des métaux volés. Il est numéro 2 de l'entreprise. Son patron aussi va être interpellé dans les prochaines heures. Dès son arrivée au commissariat, François est fiché. Photos, relevés d'empreintes et même prélèvement d'ADN. Avant de commencer les auditions, François est mis en cellule. Voilà, exactement. Et on va le mettre en écoussette. Réfléchis. Non, mais je te dis, réfléchis, parce que là, on démarre mal. On reprend 12h30. Ouais, on va laisser. Non, mais là, il faut qu'il immerge un peu. Là. On va voir quand il va sortir de cellule si l'effet aussi psychologique de la cellule joue pour nous, ce qui risque d'être le cas. Mais on sent quand même qu'il s'est bien décomposé. Il a pris enfin conscience du problème et oui, je pense qu'on va y venir petit à petit. 1 heure plus tard, l'audition peut commencer. Non, mais je te laisse. Ne soyez pas trop sévère avec moi si j'ai des trous de mémoire. Oh là là, mais c'est rendez-vous le samedi matin, vous n'avez pas de trou de mémoire. Nous, je veux pas ça comme ça. C'est quoi? Là, on fait un CV, on se marre bien. Vous allez voir que dans 3 heures ou 4 heures, ça va pas être la même. Je sais, on parlait d'un recel. On parle de recel, mais moi, c'est ça, je comprends pas. Vous avez plein de choses à sauver aujourd'hui. Un, votre société. Parce que votre société, normalement, mercredi, elle sera fermée définitivement. Votre mariage, je vais vous le dire aussi. Ça, vous avez à le sauver. D'accord? Ok. Les gens du voyage vont être placés en garde à vue demain matin. Je vous l'ai dit. Et là, le festival va commencer. Parce qu'alors, eux, on les connaît. Vous allez voir, déjà, vous ne faites pas partie de leur communauté. Eux, ils ne vont pas se gêner. Oui. Eux, ils vont serrer les coudes. Ils vont se serrer les coudes. Et vous, mon ami, on va le charger. Quelques heures plus tard, François finit par craquer. C'est quoi le système? Voilà. Lorsque l'on proposait une marchandise. Lorsqu'on nous propose de la marchandise. Oui. Donc à ne pas facturer. À ne pas, voilà. Oui, c'est ça. À ne pas facturer. Vas-y. À ne pas facturer. Oui. De la faire inscrire dans le livre, dans le compte. Dans les comptes dans le livre de police? Dans le livre de police, oui. Au nom? Non. Oui, au nom des gars que nous avons énoncés. Au nom des gens de la communauté, enfin, au nom des gens du voyage. Oui. En leur rémunérant 5%. L'entreprise de François aurait reçu chaque semaine des chargements de métaux d'origine douteuse, ici en noir. Pour justifier ces livraisons suspectes, François les aurait attribuées à plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle des prête-noms. En échange, ces personnes auraient touché 5% de commission sur la revente de ces métaux. La marchandise aurait été ainsi blanchie. C'est plutôt disons, les manouches qui nous ont proposé de faire ça. Il y a un but de toute façon.
Le but, c'était de gagner de l'argent. Voilà. Le but, c'était de gagner de l'argent. Forcément que c'est pour gagner de l'argent, mais maintenant il y a deux façons de gagner de l'argent, soit honnêtement, soit malhonnêtement. Donc connaissez-vous l'origine de cette marchandise? Non. 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 Pour le moment, François n'ira pas plus loin dans ses aveux. Mais pour les gendarmes, c'est déjà une grande victoire. Le système du blanchiment est mis à jour. Philippe et Gilles sont en mission extérieure. Ils ne savent pas encore que François a avoué. Ah, c'est bon ça. Ouais, ok. Ouais, tout à l'heure. Yes. C'est bien, ça avance. Ouais, c'est bon. J'ai pas tout compris, mais apparemment c'est une grosse masse d'argent entre plusieurs sociétés. Faut que je mette ça à plat dans ma tête. On est pas mal là. Pas le temps de se réjouir. Philippe et Gilles sont déjà en route vers le domicile du PDG de l'entreprise. Appelons-le Bernard. Lui aussi serait dans la combine. Ça marche, merci. Il est 16h15, à compter de maintenant, vous êtes passé en garde à vue. C'est aussi grave que ça? C'est des faits quand même qui sont... Vous avez vu, c'est des recels de vol, c'est de la criminalité organisée. Oui, ça je comprends, mais... Avant de suivre les gendarmes, Bernard veut rassurer son fils. Tu t'inquiètes pas, hein. Je suis pas un criminel. C'est un rapport avec le travail. Votre père n'a tué personne, hein, d'accord. Donc voilà, ça, il faut bien faire le distinguo. Les gendarmes attendent beaucoup des aveux du chef d'entreprise. Il ne peut pas ignorer la fraude mise en place dans sa propre société. Bernard arrive au commissariat pour être interrogé. Le PDG cherche à minimiser son rôle. Sa stratégie, se faire passer pour une victime. J'avais qu'une idée en tête, j'en parle tout le temps, avec ma femme, avec tout le monde, de vendre la société, de me débarrasser de tout ça parce que j'en ai marre, etc. Bon, je ne sais pas comment je vais me sortir de cette histoire. Mais au bout de quelques heures, Bernard accepte de dévoiler un système que les gendarmes commencent à connaître. Au départ, ils nous proposent des marchandises officielles. Oui. Toujours, mais ils nous demandent si on ne peut pas leur payer une petite partie au black. D'accord, voilà. Généralement, si on refuse, ils préfèrent vendre plus cher à d'autres sociétés. C'est courant dans le métier. Que je n'ai jamais moi-même vendu de marchandises au black. Le but premier, c'était vraiment de faire vivre l'entreprise. Ça, c'est vraiment important de le dire parce que j'ai pas fait d'enrichissement personnel. Alors que Bernard commence à livrer quelques éléments aux enquêteurs, Philippe et Gilles vont rejoindre leurs collègues pour perquisitionner l'entreprise. Il le fait bien le gardien, Seb. Merci. Non, c'est comme ça. L'occasion de se faire expliquer les rouages complexes de la magouille. C'est une autre société qui amène des bennes ici. Sur ces bennes-là, une partie est déclarée, une partie est au black. Et les manouches servent d'intermédiaire pour l'inscription au registre police et pour blanchir. Pour la perquisition, la présence de François, le gérant, est obligatoire. Au bout de quelques minutes seulement, les gendarmes tombent sur un lot de câbles suspects. Venez là. Tout ça, c'est neuf, ça? C'est pas une question, j'appelle ça neuf. Ah non, mais... J'appelle pas neuf, mais attendez. Pour nous c'est de la récupération. Oui, d'accord, mais ce sont des chutes. Ah oui, c'est des chutes. Hein. Oui. Quand je vous dis, quand ils volent, ils le coupent, ils volent des tourées, ils le découpent et puis après ils volent. De toute façon, là, je sais que c'est volé. Sa belle-fille l'appelle, ils ont crevé chez vous et il dit je peux pas te parler, on a carave. Carave, en tzigane, signifie voler. Grâce aux écoutes, les gendarmes sont au courant de toutes les livraisons douteuses, comme ce lot de câbles neufs de EDF. Câble EDF, GDF, ouais. C'est moi aussi. Ça, je l'ai pris là-dessus, d'accord? Oui. Ouais, c'est bon. Donc ça vient de chez EDF et GDF, ça? Oui, mais ça c'est sans doute... Sans doute quoi? Sans doute, non, mais si, on va peut-être trouver... On va voir, de toute façon, on va voir. Après cette découverte, les gendarmes vont voir les bureaux de la société. Vu la complexité de la fraude, ils ont fait appel à des spécialistes, les policiers de la brigade financière de Meaux. Ils vont saisir le livre de police, le fameux registre où il faut inscrire tous ceux qui livrent des métaux. Là encore, les irrégularités sont flagrantes. Il vaut mieux, hein. Il vaut mieux que oui. Donc après, vous les payez 96 kg. Il les a amenés, 87 kg? Il les a amenés? Oui, non, celui-là, oui. Celui-là, ah, celui-là, oui. Ah, il y a eu progrès, là, tiens. Il est très mal. Graziella. Donc ça, faut que ça corresponde normalement au registre de police. Elle est venue, Graziella, hier? C'était son mari.
Ah, André, c'est dans la même sphère familiale, c'est toujours la même personne. On va prendre 1039 €. Eh ouais, mais c'est tous les jours, monsieur. C'est tous les jours. Gilles et ses collègues commencent à y voir plus clair. Mais ils butent encore sur une question. D'où viennent les métaux? Parce que le métal, il arrive bien de quelque part. S'ils l'ont payé le prix fort, il n'y a aucune raison qu'ils pètent du black là-dessus. Voilà, c'est ce que je comprends. Voilà, ça veut dire que le truc, il est forcément volé à un moment ou à un autre. La brigade financière repart avec les ordinateurs pour analyser la comptabilité de la société. De retour au commissariat, l'équipe de l'OCLDI cherche à comprendre le mécanisme de la fraude. En 2 ans, la société aurait écoulé près de 700 tonnes de métaux volés pour une somme dépassant les 4 millions d'euros. La société est au centre de différents fournisseurs, d'autres sociétés de métaux également, qui seraient chargées d'écouler des stocks de marchandises métaux volés, sachant que eux n'ont pas les marchés nécessaires pour pouvoir écouler cette marchandise. Ils le feraient auprès de la société qui, elle, serait chargée de l'écoulement en exportation vers la Chine, les Pays-Bas et la Belgique. Les métaux volés auraient été achetés aux voleurs par 5 sociétés de recyclage d'Île-de-France. Pour passer inaperçus, ils auraient été mélangés à de la marchandise légale, puis livrés à la société de François et Bernard. C'est leur société qui aurait blanchi la marchandise volée avant de l'envoyer vers les Pays-Bas, la Belgique et surtout la Chine. Un tiers de l'activité de la société, donc ça représente une somme importante. Ça veut dire que, tu vois, s'ils écoulent, on va dire 100 tonnes par semaine de marchandises, tu as 35 tonnes volées. On peut fortement penser qu'on est en train de mettre à jour toute cette filière de recel sur la région d'Île-de-France, et on comprend mieux ensuite toute la filière internationale. On est pas mal là. Là, on est pas mal. Maintenant, pour comprendre le rôle exact joué par les gens du voyage, les gendarmes doivent remonter la filière et mettre la main sur les hommes soupçonnés de vol de métaux. Pour les enquêteurs, la nuit sera courte. Rassemblement à 5 heures, et puis mise en route pour faire les campements des gens du voyage, et interpellation dès 6 heures. Demain, c'est un peu plus chaud. On va carrément aller dans des zones un peu plus risquées. On va faire quand même des gens du voyage, des gens qui sont un petit peu hostiles à nos tenues et à notre façon de travailler. Et alors comment on dort une nuit avant une interpellation de ce type? Très peu. Comment ou combien de temps? Très peu. Très peu, à mon avis. Et là, on commence à être fatigué, donc je pense qu'on va quand même dormir quelques petites heures. Quand même. Même si c'est 3-4 heures, c'est bien. 4 heures, c'est bien, et je pense que demain, on sera d'attaque. 5 heures du matin, à l'escadron de Melun. En tout, une centaine de gendarmes sont mobilisés pour l'opération. Ce matin, un quartier entier va être bouclé et 12 suspects interpellés. Pour éviter tout incident, les gendarmes sont venus en force. Le chef de l'OCLDI, le colonel Otavi, donne ses dernières instructions. Bon, je vous rappelle que l'adversaire ne devrait pas poser de difficultés particulières, donc c'est pas la peine d'en faire trop, c'est pas la peine de montrer les dents outre mesure. Si tout se passe bien, on les amène gentiment. Pas de questions? Eh bien écoutez, on forme les convois et on y va. Plus d'une trentaine de véhicules s'apprêtent à prendre la route. En tête. Bon, moi ce que je veux, c'est les psys en premier. La voiture de Philippe et Gilles sera en tête de cortège. Direction une zone pavillonnaire, habitée exclusivement par des gens du voyage. 6 heures du matin, les gendarmes arrivent à proximité du quartier ciblé. Ici, tous les habitants possèdent une petite maison, mais ils passent toujours la nuit dans leur caravane. C'est là que les gendarmes vont aller les chercher. On va se poser, on va laisser donc là le PSIG intervenir. Le PSIG, c'est le peloton de surveillance et d'intervention, accompagné de leurs chiens. Non. Non, on va laisser se positionner. En moins de 5 minutes, les gendarmes sont en place, le quartier est bouclé. Allez, on y va. C'est bon. Voilà. Ouvrez, gendarmerie! Ouvrez! Monsieur, on casse rien, monsieur. Allez, doucement, c'est mon père. Il est
68 ans. Il a 68 ans, puis il est sourd. Non, mais on n'est pas là pour faire du mal aux gens. Hein. Bon. Les perquisitions commencent. Les gendarmes recherchent de l'argent liquide, des armes ou des métaux volés. Et ils vont en trouver dans cette camionnette. Vous avez acheté ça où? Écoutez, monsieur, c'est un homme. C'est un homme qui passait aussi. Allez. Vous savez, j'ai plus l'âge de cambrioler, monsieur. Je suis pas On n'a pas dit que vous faisiez un On cambriolage. n'a pas dit que c'était un cambriolage. L'origine, les produits. Il me l'a amené, mais moi, je n'étais pas censé le savoir. Oh, c'est pas de la chute, on dirait que c'est bien coupé quand même pour de la chute. Hein. Non, ça vous paraît pas bizarre, vous? C'est bien coupé pour rentrer pile poil dans le camion quand même. Un chargement de plus de 900 kilos de câbles sectionnés qui proviennent apparemment d'un vol. La pratique est courante. Pour récupérer le cuivre, il suffit de brûler la gaine de plastique des fils. Revendus à un recycleur, ces câbles auraient pu rapporter plus de 4 000 €. Je connais les gens de votre famille, vous voyez hein. Quand je vais dire ça à Ginette, elle va être contente, Ginette. Hein. La famille de votre côté, de votre maman, elles sont pas trop pour ça. Hein. C'est vrai. Bon, c'est des gens qui travaillent. Enfin, ils travaillent honnêtement. Ouais, honnêtement. Bon, on a tout le monde. Plus que celui-là, c'est pas étonnant qu'il est inconnu au fisc partout. Pourtant, il a un super pavillon. Là. Les 12 interpellés auraient tous servi de prête-nom pour l'enregistrement des métaux volés. Mais ils ne vivent pas tous dans les mêmes conditions. Cela va de la minuscule caravane au pavillon confortable. C'est le domicile de Raymond, le cerveau présumé de l'affaire. Le tonnage, là aussi. On n'a jamais vu faire un bout de ferraille. Hein. Il y a une belle propriété. Hein. Ouais. C'était la baraque qu'on voyait bien sur le côté gauche, on ne savait pas qui c'était ça. On va voir l'écran plan. Ah oui, on va aller voir. On va peut-être le saisir. Hein. Bien sûr, attends. IFI de haut de gamme, caravane toute neuve et voiture de prestige. Ici, on vit dans le luxe et pourtant sans activité déclarée. C'est quelqu'un qui touche le RMI et puis qui fiscalement déclare 0 €. Ça coûte combien une voiture comme ça? Une voiture comme ça, on est pratiquement à 25 000 €. Hein? Sur décision du juge, cette voiture va être saisie. Une mesure qui a un réel impact sur les suspects. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce que bon, parfois même les incarcérations, ça les choque pas plus que ça. Hein. Donc, mais lorsqu'on leur prend leurs biens, là ça les touche. Pour le moment, seul le véhicule est emmené. Les 12 suspects vont être répartis dans différents commissariats pour les auditions. Ce sont les fils, les neveux, les sœurs et l'oncle de Raymond. Raymond, 42 ans, sait à peine lire et écrire, mais il aurait monté une arnaque quasi impossible à déceler. Un gros coup de pied quand même. Oui, c'est bien. Bon, pour nous, c'est une opération pour l'instant réussie à 100%. 8 h du matin, Raymond arrive au commissariat. Dans un premier temps, les gendarmes vont l'interroger à propos du système des faux bons de livraison qu'il aurait mis en place. C'est un peu vous qui les avez cherchés, les emmerdes, là? Non, parce qu'il faut bien manger, il faut bien vivre, monsieur. J'ai rien volé, j'ai rien fait. Toutes les personnes qui sont ici en garde à vue, elles s'expliquent, y compris les personnes de votre famille. Donc elles déclarent effectivement n'avoir jamais effectué de livraison de métaux, mais par contre, elles perçoivent de l'argent par la réalisation de bons de livraison, des bons de livraison fictifs, des faux bons de livraison. Ça, c'est son problème. Ces deux personnes nous déclarent que vous faisiez l'intermédiaire par rapport à elles. Non. Non quoi? C'est faux. C'est vous qui tirez les ficelles. C'est vous, c'est par votre intermédiaire que certaines personnes bénéficient d'entrées d'argent. Que certaines personnes, vous utilisez les noms des autres personnes. Non, c'est pas moi ça. Allez, j'ai tout dit là. Ah ben, vous avez tout dit, non, vous dites pas tout. Et en effet, Raymond n'a pas tout dit. Au bout de 4 heures d'audition, Gilles vient apporter à son collègue une information capitale. Un autre suspect vient d'avouer de nombreux vols de métaux organisés par Raymond. Une fois par semaine. Il faut déjà lui dire vite fait avant d'aller manger Tout à fait. que Alain il a commencé à le balancer. Il a expliqué que vous aviez pour habitude d'aller dérober dans sa compagnie du fil de cuivre dans les camions France Télécom. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Mais non, c'est impossible. Ah non, c'est faux ça. Leur mode opératoire était très simple, c'était lui qui était chargé plus ou moins en fait de faire le repérage d'un camion de France Télécom.
et que vous alliez dérober le câble à l'intérieur lorsque les employés de France Télécom étaient absents. Pour que ça soit plus discret, on coupait certains morceaux pour éviter d'attirer trop l'attention et surtout pour pouvoir les mettre dans les Il n'a pas camions. pu dire ça. Mais on l'invente pas, attendez. Non, si, c'est impossible. On l'invente On pas. vous a même précisé que le gabarit de votre camion était plus important que celui de votre oncle, c'est qui vous permettait, lorsque les bobines étaient imposantes, de les transporter à bord de votre camion et non à bord de celui de votre oncle. Déjà, c'est faux complètement, tout est faux. J'ai jamais pris un bout d'un camion, j'ai jamais rien fait. Il est fou. C'est un fou qui raconte n'importe quoi. Au commissariat depuis déjà 3 jours, François, le gérant de la société, est aussi mis en cause par les aveux des nouveaux interpellés. Il aurait acheté de la marchandise volée à Raymond et à sa bande. Son cas s'aggrave d'un coup. Ils reconnaissent un casse par semaine, les gars. Voilà. Un casse. Un braquage de métaux par semaine, ils font. Toi. Ça y est. Alors tu peux savoir tout ce qui rentre chez toi maintenant. Ça vient de basculer du côté obscur de la force. Quoi. Alors là... Eh bah ouais, mais nous c'est la bonne nouvelle du jour quand même. Bah oui. Bien. Qu'est-ce que je veux dire? La fameuse com qu'on avait sur Chartres où ils disaient que le lendemain ils allaient chez toi. A priori ils sont montés à Chartres pour faire un casse. Bien sûr. Je les ai rarement vus acheter de la ferraille. Mais bon. Et les métaux sont arrivés où ensuite? A priori à destination. Chez notre ami, à l'insu de son plein gré. Pour nous dire que tu savais pas qu'ils allaient faire des cases, qu'ils allaient pas voler à ce moment-là. Non, parce que ce que j'expliquais, il me disait tout le temps qu'avec la camelote, c'était des fins de chantier, que leur chef. Oui, non, mais bon. Voilà. Comment vous les prochaines semaines, les prochains mois pour vous? Très très mal. Très très mal parce que je pense à la vie. En même temps, c'est peut-être difficile de l'avouer, mais je pense que si on mettait un couteau, je ne saignerais même pas. Tellement je me sens détruit. Et par cette espèce de trahison. Ouais, c'est bon là, je crois. Ouais, c'est bon, de toute façon maintenant c'est fait. T'as fait le plus dur, t'as tout dit donc. Dans le bureau d'à côté, Raymond, lui, n'est pas prêt à passer aux aveux. Et c'est ça qui vous rapporte autant d'argent. Alors tout le monde raconte des conneries. Hein. Voilà. Il n'y a que vous qui dites la vérité. Hein. Voilà, il n'y a que moi qui dis la vérité. D'accord. Voilà. C'est tout. Il y a seul pigeon et tout le monde veut que ça, c'est moi qui meure sous le coup, mais ça marchera pas. J'ai tout dit, j'ai plus rien à dire. Ouais. Maintenant je vais dormir, s'il faut aller en prison, je vais y aller. Raymond va être présenté au juge dès le lendemain. En attendant, les gendarmes veulent régler un dernier point le concernant. Pour ce dossier complexe, ils sont assistés de 2 inspecteurs des impôts. Dans ses dernières auditions, il dit combien il gagne à peu près par mois? 2 000 € par mois. C'est bien parce qu'il déclare rien du tout, il est inconnu des services fiscaux. Donc ce serait intéressant si je pouvais le plomber. Il s'arrange pour que rien ne transpire à son nom. L'Audi A4 toute récente est au nom de son épouse. La caravane, c'est pareil. Et il touche le RMI ce mec-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc si je pouvais lui faire sauter le RMI dans la foulée, Ouais, ça serait parfait ça, depuis le temps qu'on le demande. RMI supprimé, véhicule saisi. Raymond écope également d'un contrôle fiscal. Tous les témoignages concordent contre lui. Raymond apparaît comme le personnage central de toute cette affaire. Après 6 mois d'enquête, le dossier est sur le point d'être bouclé. Mais l'enquête n'est pas terminée pour autant. 5 autres recycleurs ont été mis en cause par les aveux de François. Une nouvelle vague d'interpellations est organisée dans toute l'Île-de-France. Bonjour, gendarmerie. Ces 5 chefs d'entreprise auraient participé à la fraude en livrant eux aussi des métaux volés à la société de François et de Bernard. Tout comme eux, ils vont être entendus par les gendarmes, puis par la juge d'instruction. Ils seront mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Le lendemain, au tribunal d'instance de Melun en Seine-et-Marne. Accompagnés de la brigade financière, Gilles et Philippe viennent apporter le dossier à la juge d'instruction, Madame Dubuis. Un moment clé de l'affaire. Depuis 5 mois, elle travaille avec les gendarmes. Elle n'est pas mécontente de voir arriver sur son bureau cet énorme dossier. On a donc le recel qui continue jusqu'en 2007, recel en BO. On a le blanchiment et les faux usages. Et les faux également. Ils reconnaissent faire des vols à la semaine sur une quantité d'entre 1 et 2 tonnes.
D'accord. 1 à 2 tonnes par semaine. Par semaine. Pour ce qui est du recel de métaux volés, on est à amené par les gens du voyage, on est à 250 000 € par an. Une fois les premières explications fournies à la juge, Philippe attire son attention sur le cas du suspect qui a trahi ses complices. Ce qu'on craint, c'est qu'il se fasse un petit peu bousculer par la communauté. C'est le risque. Hein. C'est lui qui choisit son lieu de résidence. Hein. Donc malheureusement, il risque de retourner dans sa caravane. Moi, je ne peux pas lui proposer de logement. Et puis, il n'y a pas de système de sécurité pour les mises en examen en France. Hein. Ça n'existe pas pour les victimes. Madame le juge. À partir de maintenant, l'affaire est entre les mains de la juge d'instruction. Vous êtes un peu fatigué. Oui, on est un peu fatigué. Mais moins que les stupéfiants quand même. Pendant toute la journée, les prévenus vont défiler dans son bureau. Le premier, c'est Bernard, le dirigeant de la société. Cette audition va déterminer sa mise en examen. Il est assisté de son avocat. Après 4 jours de garde à vue, le PDG est à bout de force. Je n'étais pas pour ce système et c'est pour ça que je voulais m'en séparer rapidement. Je veux dire, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai tout fait pour les élever au mieux et je voulais pas en arriver là. Quoi. Donc, Oui, donc c'est que vous aviez conscience que ça avait dépassé les limites, même malgré les conseils que vous donniez à monsieur. J'avais peur. Vous aviez peur. Je suis prêt à payer tout ce que j'ai à payer, je suis prêt à perdre tout ce que tous mes biens, s'il le faut, et regarder mes enfants. Donc, reprenez-vous un petit peu. De toute façon, vous allez être fixé aujourd'hui. Puis c'est au tour de Raymond d'être entendu par la juge. Il a préféré se payer son propre avocat plutôt que celui commis d'office. Monsieur, asseyez-vous. Sur les conseils de son avocat, il a décidé de faire des déclarations spontanées. Beaucoup de gens, ils jettent dans les chantiers, les chutes. Mais ce n'est pas des métaux volés. Mais ce ne sont pas des métaux volés. Puis son avocat passe à l'attaque. Il faut constater que dans ce dossier, les gendarmes eux-mêmes émettent l'hypothèse que ces métaux ne soient pas volés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas démontré dans le dossier l'origine frauduleuse, ils n'ont pas démontré l'origine des vols ainsi que le lieu des vols, donc nous n'en savons rien, on ne peut pas le démontrer, on ne peut pas simplement le déduire parce qu'il s'agit d'une communauté particulière, ce qui serait très grave. J'estime que pour toutes ces raisons, vous ne pouvez pas le mettre en examen de ce chef d'infraction concernant le recel de vol en bande organisée. Mais ça n'empêche pas Madame Dubuis de rester inflexible. En l'état aujourd'hui, pour moi, il y a suffisamment de charges pour justifier votre mise en examen de ces 3 chefs. Raymond est ensuite reçu par la juge des libertés. C'est elle qui va décider de le faire incarcérer ou non. Aucun des suspects de ce dossier n'a jamais eu affaire à la justice. Pourtant, ce soir, François, Bernard et Raymond vont dormir en prison tous les 3, chacun dans un établissement différent. Les responsables de la société passeront 6 semaines en détention préventive. Raymond, près de 2 mois. Il risque entre 2 et 5 ans de prison. La société de recyclage a été fermée, elle sera mise en liquidation. Mais comment ces métaux volés ont-ils pu partir vers l'étranger aussi facilement? Qu'en est-il des contrôles effectués sur les ventes de métaux? Pour répondre à ces questions, nous sommes retournés près de Tours, dans la société de recyclage de Jean-Philippe Sepcha. Aujourd'hui, justement, il a rendez-vous avec son transporteur pour un envoi important. Vous allez pas mettre plus, c'est bon, 20 tonnes. Ça ira, il n'y a pas de problème. Pour la Chine, c'est ce qu'il faut. Comme tous les mois, cette société envoie un conteneur de 20 tonnes de cuivre vers la Chine, un de ses plus gros clients. La Chine se développe énormément depuis déjà quelques années industriellement. Ils ont besoin de matières premières. Et les matières premières qui sont produites en Chine ne suffisent pas, bien sûr, à alimenter leur développement. La marchandise qui est chargée dans ce conteneur est composée de cuivres d'origine diverses. Chutes de chantier, déchets d'usine. Dans ce mélange, certains recycleurs sont tentés de faire passer des métaux volés. Une fois le conteneur rempli, il ne sera plus ouvert avant son arrivée en Chine. Aujourd'hui, la valeur du chargement atteint les 80 000 €. En route pour Le Havre, à 450 km de là. Arrivé au port, surprise. Aucun contrôle. Une simple déclaration informatique sur la nature du chargement suffit à faire passer le conteneur.
il ne sera pas ouvert. Personne ne vérifie que les métaux exportés ne sont pas volés. À la douane du port du Havre, nous avons interrogé le directeur régional sur cette absence de contrôle. Pensez-vous qu'il y ait beaucoup de matériaux volés qui transitent par le port? Je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas d'exemple, ce n'est pas exclu, mais à ce moment-là, je veux dire, il s'agirait de s'intéresser peut-être au recycleur, puisque lui doit pouvoir tracer justement l'origine des métaux qu'il commercialise. Tracer l'origine des métaux, c'est bien tout le problème. Face à des millions de petits morceaux de cuivre, la douane est impuissante. Et à moins que sur chaque barre de cuivre, il soit mentionné cuivre volé, nous n'avons pas la possibilité, à l'œil nu, non, de savoir s'il s'agit d'un métal volé ou pas. Si le recycleur reste discret, sa marchandise volée partira à l'étranger sans le moindre obstacle. Selon les enquêteurs, c'est ce qui s'est passé pour la société de François et Bernard. Pendant 2 ans, ils auraient envoyé leurs métaux volés vers la Chine, d'ici, du port du Havre. Nous avons retrouvé leur transporteur, Vincent Vuilstec. C'est lui qui a convoyé le cuivre de la société de François et de Bernard. Plus de 300 conteneurs, dont un tiers de métaux volés. Quelque part, vous avez à votre insu participé au trafic. Oui, sachant que moi, j'ai aucune traçabilité du produit. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis organisateur de transport. Donc, à partir du moment où on me commande un transport, depuis le point de sortie, en l'occurrence, c'était Tournan-en-Brie, sur la Chine, j'essaie de faire au mieux ce travail et je n'interviens pas dans ce qui peut se passer avant. Ça, c'est plutôt le rôle du récupérateur de faire ce travail en amont. Donc, il n'y a aucune entrave au départ vers l'étranger de matériaux volés? Alors, il n'y a pas de frein à l'exportation sur les déchets ferreux et non ferreux sur les pays nécessiteux sur ce genre de produits, tels que la Chine, l'Inde et le Pakistan, qui ont de gros besoins et des carences sur ce genre de produits. Après, si ces produits se révèlent volés, c'est plus de mon ressort. La responsabilité de la fraude est rejetée entièrement sur le recycleur. S'il est malhonnête, rien n'entrave son commerce. Ainsi, des containers continuent de partir régulièrement vers la Chine, avec à leur bord des métaux volés.